est-ce que nos autorités, sous prétexte qu'ils ont la charge de gérer un tel ou tel ministère, ont le droit de signer avec soit des entreprises ou des pays des projets qui peuvent totalement changer notre vie, parce qu'aujourd'hui la question de base militaire française au nord du Mali, ça nous pose question. Nous, on aimerait savoir le contenu de ce projet de création d'accords militaires entre nous. Est-ce que c'est une base militaire en tant que bâtiment nouveau au Mali, au nord ou ailleurs, ou est-ce qu'il s'agit de renforcer nos liens de coopération militaire existants? Et est-ce que les autorités ont le droit de passer à 200 km à l'heure comme ça, signer des accords aussi importants, sans nous consulter, c'est-à-dire sans passer par les représentants qui sont à l'Assemblée nationale? C'est vraiment une question fondamentale, quoi. On a un sérieux problème de gouvernance au Mali, et c'est ça notre problème, quoi, depuis 20 ans. Et je crois qu'il revient à nous, citoyens, justement de nous mobiliser pour imposer cela à nos dirigeants. C'est vraiment scandaleux et très inquiétant, quoi, que nos dirigeants engagent notre pays de façon aussi irresponsable et antidémocratique. D'autant plus que vraiment, des accords militaires, que ce soit de coopération de défense, ça engage l'avenir d'un pays et de toutes les générations à venir, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a eu une crise sécuritaire, territoriale, et puis même institutionnelle à partir de janvier 2012 là, au Mali, et que le pays avait besoin d'aide internationale. Bon, la France est intervenue militairement à travers l'opération Serval. Mais la base juridique, c'est quoi? C'est, on nous dit, une simple lettre de notre président de transition, qui n'était pas un président élu, mais plutôt un président imposé, nommé à l'extérieur du Mali, et sans l'avis des Maliens, et imposé au Mali, qui écrit une lettre secrète. Mais Dioncounda était président de l'Assemblée nationale, et donc président par intérim d'office, c'était pas un président imposé de l'extérieur? Si, il a été nommé par la CEDEAO à l'extérieur du Mali. Toi, tu ne savais pas ça, à Abidjan. Et qui a décidé, il y a eu 2 étapes. Il y a eu une cérémonie d'abdication organisée par la CEDEAO des ATT, du président qui a été déchu. Donc, je crois la dame qui était première de l'époque a reçu ça, et la Cour constitutionnelle, conformément à notre constitution, a intronisé Dioncounda, intronisé en tout cas, comme le prévoyait notre constitution, pour 40 jours. Les dispositions de la constitution du Mali, prévoient 40 jours. Donc à la fin de ces 40 jours, bon, comment on appelle ça là, un accord a été signé. Et puis c'était évident qu'il fallait une continuité. Il n'y avait pas d'élection possible. Un dispositif juridique était là. D'accord. Bon, que les hommes qui étaient impliqués là-dedans, bon, ça n'a pas d'importance. Hein. Mais un accord a été signé entre la CEDEAO et comment s'appelle ça, les CNDR, les putschistes, pour continuer à organiser la transition en nommant un premier ministre plein pouvoir, qui soit civil, de plein pouvoir, et c'était Cheikh Modibo Diarra, désigné par eux. Donc, la feuille de route était tracée. Et après, organisation des élections, peut-être même, je crois qu'il y avait la convention, on peut retrouver les textes, c'est ça qui était prévu. Mais au terme de ces 40 jours, la CEDEAO s'est réunie à Abidjan et a convoqué Dioncounda, qui d'ailleurs, en prenant l'avion à Bamako, a dit à la presse malienne que lui n'était plus intéressé à continuer le pouvoir. Mais on lui a intimé l'ordre de continuer.
Et en ressortant de la presse, évidemment, africaine, ivoirienne, autre interrogée, il dit non, je continue. Donc il a été nommé par un communiqué de la CEDEAO, président du Mali, pour continuer la transition. Et la CEDEAO a pris l'autre décision qui a été de faire continuer l'Assemblée, les élus, l'Assemblée en place. Voilà. C'est un peu pourquoi il y a eu les événements de Koulouba, son lynchage et tout ça. Mais en fait, tu vois, on revient à cette histoire de main cachée de la CEDEAO. Voilà, de la CEDEAO. Mais ce que, en tout cas, les forces vives du Mali réclamaient à l'époque, c'était une concertation nationale, d'autres appelaient ça conférence nationale, ou en tout cas, il fallait qu'il y ait des assises pour qu'on mette à plat tous les problèmes afin de continuer la transition. Donc, c'est vraiment un président qui n'était plus dans le cadre de la Constitution, qui n'était pas élu et qui ne faisait pas vraiment mettons, disons pas l'unanimité, mais en tout cas qui n'était pas un président de consensus, qui a écrit une lettre, une simple lettre, dont on n'a jamais révélé la teneur. Vous avez jamais vu ça dans la presse malienne? Ou c'est pas dans une presse étrangère, pour demander l'intervention. Il paraît qu'elle a été rédigée par l'Élysée, en fait. Voilà. En tout cas, c'est ce que j'en dis. Je pense qu'on l'a vu à l'époque. Je pense qu'on l'avait vu à l'époque. Et du coup, est-ce qu'on peut dire à partir de là que notre inquiétude par rapport à l'accord d'Alger, ça se justifie aussi par rapport au précédent de Ouagadougou? Oui, bien sûr. Bon, sur le fond, oui, mais on peut dire que bon, la politique dans la pratique, c'est l'art du possible aussi, parce que au fil du processus, finalement, on a accepté que ce président soit là et qu'on aille aux élections. Bon, on a accepté aussi qu'il y ait une trêve là, dans les conflits militaires, qu'il y ait un accord pour que les élections puissent se faire et qu'on puisse avoir des institutions et puis des dirigeants légitimes. Après, on règle le reste après. Et c'est vrai que le contenu de l'accord de Ouagadougou, c'est mauvais. C'est vraiment très alambiqué, ça n'arrange pas. Mais effectivement, sur le fond, on reste on est en train de gérer les conséquences de ça. En plus, il y a une trahison en ce qui concerne l'application des termes de cet accord. Et de la part des groupes armés, à commencer par les MENLA, mais aussi des partenaires de la communauté internationale qui n'ont pas joué leur rôle, notamment la MINUSMA. Alors, donc, pour revenir à mon raisonnement, déjà, l'opération Serval ne s'est pas réalisée dans un cadre juridique. Donc, une réalité est là. Après, l'ONU a voté une résolution en 2100 pour demander l'intervention internationale et demander à tous les pays d'aider le Mali en se mettant sous la direction, la chaîne de commandement des forces de l'Union africaine. En fait, c'est ça le contenu de la résolution de l'ONU. Bon, la France était là, elle a aidé à repousser les djihadistes. Mais on connaît la suite, c'est qu'elle a collaboré avec l'armée malienne jusqu'à Kidal, et à partir de Kidal, interdiction de l'armée malienne d'entrer, et puis on impose les accords de Ouagadougou, qu'on ne fait pas appliquer correctement, parce que les groupes armés devaient être au moins cantonnés. Et après, on fait un processus de désarmement. Ça n'a pas été fait, c'est plutôt le contraire qui a été fait sur le terrain, cantonner et bloquer les petits détachements de, je ne sais pas, 150 militaires maliens que les MNLA et les autres ont accepté à Kidal, et plutôt les confiner dans un camp, tandis que les autres étaient libres, armés, et faisaient la loi dans Kidal et dans la région. Et c'est dans ces conditions d'ailleurs que les collègues... Le cantonnement revenait à qui? Il appartenait à qui de cantonner les groupes armés? C'est la MINUSMA. La MINUSMA qui, selon les accords, a
responsabilité de surveiller, de garder les camps là où étaient cantonnés, et censés, devaient être cantonnés les rebelles. La MINUSMA devait appuyer la garde républicaine, les forces de sécurité maliennes, quoi, la garde républicaine, la gendarmerie, pour surveiller ces camps et les empêcher de sortir. C'était la responsabilité de la MINUSMA. Est-ce qu'on a vu, pardon, les députés ou IBK demander officiellement à la MINUSMA? Il a tellement protesté qu'il a même demandé le départ de la MINUSMA, du représentant de la MINUSMA. De Kunders, en fait. Ah, c'était à ce sujet-là. Kunders, voilà. Kunders, oui. Voilà. C'était à ce sujet-là. Mais il a rié dans les brancards, hein. Il a vivement protesté, il a vraiment, lors de son passage ici, il a crié partout. Mais, ça, c'était en décembre, décembre 2013, voilà. au moment du sommet de l'Élysée. Voilà. Et Thiéblé Dramé n'a rien pu faire puisqu'il était médiateur, c'est lui qui a facilité cet accord. On ne l'a plus entendu après tellement, il n'a pas pris la parole. Il était à Ouaga, il était nommé. Vraiment cette gestion, c'était. Parce que. Voilà, Niakami, quoi. Parce que. Il y avait quand même des médiateurs officiels du Mali. Hein, le ministère de l'administration territoriale, les militaires, là, les Cinco Koulibaly, ils viennent partir. Il y avait le ministre des Affaires étrangères, Tchéna. Et de but en blanc, Djongouda, non, Thiéblé, ça venait tomber comme un cheveu dans la soupe, comme le négociateur au nom du Mali. Et après plusieurs passages de Thiéblé Dramé, ça il faut préciser, à Paris. Bon. C'est après, quand son intervention sur... c'est dans l'air qu'il a été nommé médiateur par Djongouda. À ce poste-là. Donc quitter l'officiel. Mais le problème c'est que cet accord c'est connu, ça n'a pas satisfait du tout l'écrasante majorité des Maliens. Et du coup, l'image de Thiéblé a pris un coup, quoi. Donc si tu es négociateur et que tu n'as pas la confiance, donc c'est un peu son problème, quoi. Et puis comme il n'y a pas eu une application correcte des accords, des termes de l'accord. Il devait y avoir la création d'un comité de suivi justement de ces opérations-là qui n'ont pas eu lieu. Même le comité n'a pas été créé. Oui, mais surtout les groupes armés ont saboté les différentes réunions, les différentes rencontres, ont refusé d'entrer dans le processus. Le gouvernement, là, le nouveau gouvernement, le premier gouvernement d'IBK, a fait le petit Diarra, là. C'est Diarra qui était à la ministre de la Réconciliation, qui a entamé un processus de concertation. Bon, ils ont tout saboté, ils n'ont pas voulu participer à ce processus-là. Voilà, donc maintenant pour finir avec mon sentiment là, sur la situation, donc vraiment, au lieu de corriger les tirs, on persiste puisque là on arrive à la fin de l'opération, c'était un an, je crois, MINUSMA, ça a été renouvelé, mais l'opération Serval, c'est fini et il faut renouveler dans un cadre légal. On sait que la France a des visées stratégiques, pas seulement sur le Mali, mais sur toute la région. Donc il faut articuler ces projets d'accord là, cette stratégie régionale de la France, quoi, dans les Sahel. Et donc là, pour le Mali, ça a des implications très importantes, quoi, très sérieuses. C'est-à-dire, indépendamment du fait que, bon, au Mali, on craint légitimement la partition du pays, mais il y a aussi que le sort des Maliens va être lié à l'ensemble, mais vraiment de façon formelle, quoi.
l'ensemble, juridiquement même, l'ensemble de la région sahélienne. Là. Et puis une convention, mettons, un accord militaire, que ce soit de coopération de défense, c'est quand même, c'est pas une petite chose, c'est pas rien pour un État souverain. Remettre son sort en matière de défense, de protection à un autre État, quand même, c'est une décision très sérieuse que les simples dirigeants ne peuvent pas prendre comme ça. Il faut consulter au moins les représentants du peuple. Ça mérite un débat national, que les gens soient vraiment largement informés, complètement informés des tenants et des aboutissants. Ça peut être aussi une collaboration, parce que de quoi est-ce qu'on a peur? Le Sénégal a déjà conclu un accord, la Côte d'Ivoire aussi, et ça fonctionne. Quand tu prends la Côte d'Ivoire déjà, Djibouti, les Comores, le Tchad, ces pays-là dans lesquels il y a un accord officiel et de base militaire française là-bas, ça a été toujours contre les intérêts souverains de ces peuples-là. Et l'exemple récent, le plus récent, c'est le cas de la Côte d'Ivoire. C'est Lincoln, l'opération Lincoln qui a maintenu à un moment donné Gbagbo au pouvoir, parce qu'il ne dérangeait pas en tant que tel les intérêts français. Et puis, quand il commençait à être une menace pour les intérêts français, l'ont enlevé. Ils ont mis Ouattara au pouvoir. Gbagbo avait même demandé le départ de Gbagbo avait demandé la BIMA. La France a refusé. Donc, avec le Sénégal. Avec le Sénégal. Au Sénégal, par peur, je pense que je ne dirais pas que je n'ai pas un mépris pour le peuple sénégalais, mais je pense qu'au Sénégal, il n'y a jamais eu de contestation sérieuse, de mise en question, de fondamentaux même de l'État sénégalais par le peuple sénégalais, si j'ose parler ainsi. Sauf aux dernières élections. Bon, Wade, il a fait quelques passages en prison et tout ça, mais les contextes sont différents. Deux États peuvent passer un accord ou des accords militaires. Mais chacun veille à préserver sa souveraineté, son indépendance et puis sa liberté de manœuvre et puis le contrôle sur son territoire. Il existe déjà un accord, je ne sais pas si c'est fini, mais un accord a été passé, accord de coopération militaire entre le Mali et la France, en 1985 ou 87. Comme le Mali a passé des accords militaires avec d'autres pays. Mais tout dépend du contenu de l'accord. Donc il y a accord de coopération militaire et accord de défense. Il faut faire le distinguo. Donc dans un accord de coopération militaire, évidemment, la formation, les échanges d'informations, on peut envoyer des ressources formées ailleurs, bon, avoir accès à la technologie, coopérer sur certains théâtres d'opération ensemble. Voilà. Ça, c'est accord de coopération militaire. C'est là-dessus que le gouvernement a communiqué en disant que ce ne serait pas un accord de défense. Oui, mais il faut lire le texte. Ah ben oui. Ça me rappelle l'histoire du traité européen. J'étais là en 2005 pendant le... Mais finalement, ils peuvent dire accord de coopération militaire en matière de défense. Tu sais que la langue française est extrêmement... J'ai eu la chance de faire du latin grec. J'ai fait les lettres classiques au lycée. Après, j'ai bien travaillé sur les langues. Il y a une capacité, en tout cas, de formulation, des nuances, d'élasticité du français, c'est inépuisable. Oui. Donc il faut voir vraiment le texte. Et, voilà. Et puis les dispositions de l'accord. L'accord de coopération militaire, je crois que c'est 85 ou 87, interdit très clairement tout stationnement de troupes étrangères, militaires étrangères sur le sol malien. Donc, il faut voir si cette disposition change. Et puis, dans l'accord précédent, toutes les formations des militaires maliens se font à l'extérieur. On échange.
On ne vient pas installer une structure de formation chez nous, parce que ça permet quoi? Tu vois l'implication là. Quand tu formes c'est pas bataillon, Waraba ou bataillon, oui. Tu connais les effectifs, tu connais l'armement, c'est-à-dire les types de matériel dont ils disposent. Tu as le système de communication, tu connais le terrain puisque vous faites les manœuvres ensemble. Donc en réalité, tu as un contrôle sur le pays et dans les faits, tu as la chaîne de commandement. Dans les affaires militaires, c'est des choses extrêmement importantes quoi, dont on fait. Est-ce qu'il est annoncé, je crois, 3000 militaires maintenant présents sur les terrains. On sait aujourd'hui avec la technologie, on n'a même pas besoin de mettre... C'est pas uniquement au Mali, 3000 c'est la bande. Je sais. Mais on n'a pas besoin de mettre beaucoup d'hommes sur les terrains. À partir de Paris, à partir des bases militaires d'ici, on installe un système de communication et puis on lui parlait justement des bases militaires, mais là sur la base d'accords de défense en Côte d'Ivoire, au Tchad, au Sénégal, et il y a des forces militaires un peu partout dans d'autres pays, même au Burkina, en Mauritanie, etc. Donc on peut, à partir de Paris, on a la chaîne de commandement, on peut intervenir. S'il y a la liberté d'aller n'importe où sur le territoire, avec la justification de lutter contre le terrorisme, sans se référer aux autorités sur place. Et là, Le Drian, il le disait d'ailleurs avec arrogance, moi je me souviens très bien, il n'est pas question d'informer, d'abord de demander l'autorisation, quand il envisageait, il y a quelques mois, là, je me souviens très bien, je l'ai vu, voilà. Il n'est pas question d'avoir l'autorisation des autorités maliennes et de rendre compte après. Un peu à la rigueur. Donc il faut voir si dans le contenu des accords il y a tout ça. Quoi. On ne le connaît pas à l'avance ce contenu. Karim Keïta, responsable de la commission défense, a-t-il réagi? Est-ce qu'il s'est fait entendre? Il a demandé une explication. La société civile, elle a réagi, elle s'est manifestée alors qu'ils vont être signés là. Là, on y a les signatures. La société civile se manifeste quand même. Il y a des gens qui protestent, ils ne sont pas d'accord. Là, ils sont minoritaires, mais il faut reconnaître qu'ils sont... Qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher la signature? Rien, elle va avoir lieu de toute façon. Et Le Drian, le 16, il est à Bamako. Bon, c'est un front de combat. Il aurait fallu développer la démarche qu'on a faite, c'est-à-dire la société civile, et puis là, le front démocratique, là, pour la gouvernance du Mali, aller interpeller nos élus. La commission de défense dont Karim est président, interpeller, et bon, la mission c'est de contrôler l'action gouvernementale, les interpeller, de suivre ça, voilà, c'était ça la démarche. Mais il y a des gens qui ne sont pas d'accord, hein. La société civile, évidemment, effectivement, mais c'est le pouvoir qui en a pris. S'ils signent, bon, les problèmes vont rester en ce qui est sûr, les citoyens seront obligés de... Le jeu démocratique est limité parce qu'on ne peut qu'émettre une opinion, mais on ne peut pas agir sur les rouages. On peut rien faire concrètement. Ah mais si, nous on a pu faire quelque chose. Pourquoi les députés jouent leur rôle? Pourquoi? C'est-à-dire que peut-être on n'aura pas de résultats dès demain, mais il faut persister, il faut persévérer dans cette... En tout cas, à mon avis, c'est le chemin, quoi. C'est les citoyens qui peuvent régler ça. D'abord, l'information qu'on nous dise ce qui se passe. Et puis, ceux que nous avons élus, qui représentent évidemment nos aspirations, se mettre debout pour assumer les responsabilités. Quand on parle de la crise malienne aujourd'hui, à l'étranger, on va faire beaucoup d'amalgames. On va vous parler de rébellion Touareg alors que ça n'est pas une. On va donner du poids à des groupes alors qu'ils ne représentent personne. Est-ce que ce n'est pas grave et même insultant à l'égard du Mali? Qu'est-ce qu'on peut dire à la communauté internationale, surtout à nos amis français et nos amis du reste du monde entier qui ne comprennent pas ce qui se passe au Mali, que ces groupes ne représentent aucune population? Les vrais représentants du Mali, ça, si on remonte même à bien loin, c'est les députés, c'est les élus, c'est les chefs de village. Bon, je pense que c'est non seulement
grotesque et stupide, quoi, la voie qu'on a empruntée, parce que ça ne fonctionnera pas. Mais ce qui est plus grave, c'est qu'on est en train de préparer l'implosion, l'éclatement du Mali. Je ne sais pas si vous savez, il y a un front Forest. Tu te rappelles? Oui, voilà, oui. Le front s'est constitué. La promotion des communes du Sud. Voilà, pour le développement des communes du Sud. Et qui exige l'équité dans le traitement des problèmes des différentes régions du Mali. Et que vraiment les régions du Sud, où aujourd'hui, d'après c'est monté par les leaders, c'est un médecin, un professeur qui est élu RPM d'ailleurs, et qui est président de la commission santé, le docteur Kalilou Ouattara, le professeur Kalilou Ouattara. Alors il paraît qu'il est avéré que dans la région de Sikasso et dans la région du Sud, on est aujourd'hui plus sous-alimenté. Le degré de malnutrition est plus élevé dans ces régions que dans le nord. Et puis quand même, le constat empirique des citoyens maliens, c'est que depuis 20 ans maintenant, depuis le pacte national là, en 92, l'essentiel des efforts et de l'État malien et des partenaires de développement au Mali, mais ça va vers, c'est vers le nord. Les statistiques communes sont là, c'est à coup de milliards, etc. Parce que les gens ils prennent les armes là-bas. Et après, c'est aussi des mesures inéquitables de réinsertion, de réintégration au poste qu'ils veulent, à l'emploi, aux fonctions de responsabilité. Ça dure depuis 20 ans. Les gens se sentent frustrés et vraiment avec un sentiment de révolte face à cette injustice-là. Donc il y a ces mouvements-là qui servent sur ça. Et donc, dans un pays comme ça, si on persiste, parce que l'objectif effectivement du MNLA, largement artificiel comme tu l'as dit, c'est l'indépendance. C'est-à-dire, il faut que la région de Kidal soit séparée. Dans la presse, moi j'ai vu d'ailleurs, les journalistes, il faut tout vérifier quoi. Et on parle d'un document qui circule sous les groupes et qui semble être un document bien concocté par les alliés occidentaux du MNLA et qui prévoit une fédération pour le Mali. Les régions du nord, ça va être l'Azawad, et donc et puis il y aura le Maliba dans le sud, et la capitale fédérale sera Mopti. Donc le grand danger, c'est vraiment l'existence même du Mali, parce que la revendication évidemment d'indépendance n'a aucune base, ni légale, ni sociale, ni politique, ou du point de vue du droit international, c'est vraiment pas défendable du tout. Hein. Parce que bon, ni MNLA, ni Kidal, c'est pas les Touaregs ne se trouvent dans une situation de minorité opprimée ou discriminée, ni sur le plan politique, ni sur le plan social, ni sur le plan... Ça ne tiendra pas la route. Mais ce qui est vraiment, à mon avis, un point important à faire connaître à l'opinion internationale, c'est le fait que ces mouvements indépendantistes qui prétendent représenter non seulement les Touaregs de Kidal, mais les régions du Nord, ils se disent que ce n'est pas vraiment un mouvement Touareg, mais c'est aussi, il y a des sondages, mais on ne les a jamais vus, ni au Mali, ni ici, conviés à une rencontre des sondages de Gao, de Tombouctou ou d'ailleurs, associés à leurs activités. Vous n'avez jamais vu ça? Jamais. À part quelques fantômes comme l'enseignant, le Moussa Djeri Maïga, on peut toujours évidemment acheter quelqu'un et puis il est vice-président, je crois, c'est ce connard-là qui est Vatanguer là, c'est Moussa Djeri Maïga. C'est un produit de l'école publique malienne, comme les autres là, il est un fonctionnaire de l'État malien, c'est un enseignant malien.
Mais ils n'ont jamais prouvé, en réalité, ils sont représentatifs non seulement de la majorité des Touaregs, mais aussi justement de cette région imaginaire qui le revendique comme étant la Zawad et qui contient d'autres peuples. Là. Une chose importante, ils ont même prouvé le contraire puisqu'ils ont évacué un moment de Kidal vers Gao des populations noires. Exactement. Donc, merci de on a le qualifié voilà. d'épuration ethnique. Absolument. Le 1er juin 2013. Voilà. Tu as une mémoire vivante. Donc c'est vraiment c'est se foutre des gens quoi. En fait, c'est une insulte à l'intelligence humaine, à la conscience humaine quoi. En fait, moi je crois qu'il faut insister sur ce point-là. Les nouvelles de Kenyaba au niveau de l'uranium. Bon, ce qui concerne le dossier de l'uranium, on est dans le flou en ce moment, parce que la société canadienne qui s'occupait de la prospection, et donc des forages pour prélever des échantillons d'uranium et tout ça, a été rachetée au mois de janvier par une plus grosse société canadienne également. Donc avant c'était Rockgate Capital Corp. Et maintenant c'est Denison Mines. Et bon là dans un flou artistique, parce que l'État malien lui-même n'a pas annoncé officiellement ce rachat, mais c'est annoncé au niveau du Canada, sur les sites des deux compagnies, donc c'est vraiment officialisé quoi. Et sur le terrain, les activités sont suspendues, il ne se passe rien. Donc, on attend l'étude d'impact environnemental qui doit être encadrée par le DNACPN, le service technique de l'environnement qui valide cette étude avant l'organisation de la consultation populaire, pas populaire, consultation publique officielle sur le terrain pour demander l'avis des populations. Donc l'État est incapable de donner la moindre information sur la suite du processus. Il n'a même pas le courage de dire publiquement que la société a été rachetée. Donc en dessous, il y a plusieurs questions qui se posent, quoi. Parce qu'on ne sait pas quelle superficie, le périmètre, Rockgate a vendu à la nouvelle société minière Denison Mines. Parce que Rockgate a obtenu le permis de recherche en 2007, permis qui a été renouvelé 3 ans plus tard, sur une base totalement illégale, en violation du code minier malien. Donc en 2007, l'État avait accordé 150 km² à Rockgate pour explorer, prospecter. Et 3 ans plus tard, là, en 2010, ce permis a été renouvelé pour une superficie de 100 km². Alors que le code minier du Mali, 1999, qui est la référence de ce contrat, stipule que lors du renouvellement, la première superficie qui a été attribuée à la société doit être divisée par 2. Donc normalement, ça devait être 75 km². Mais le ministre des Mines de l'époque, qui est un copain d'ailleurs, un ancien collègue aussi à l'occupation canadienne, Aboubakar Traoré, a signé le document en accordant 100 km². Est-ce que cette zone-là de 100 km² est clairement délimitée? Donc elle recoupe bien la première, mais elle est moins importante. Ça correspond à la même chose. Il faut vérifier sur le terrain aussi, quoi. Sinon, il y a les coordonnées GPS des 100 km² qui ont été indiquées. Évidemment, il faut tout un travail pour confronter tout ça. Mais il y a une première entorse, quand même une violation grave au code minier. Mais pire que ça, c'est qu'après, Rockgate a fait 2 annonces d'extension de superficie.
une première de 225 km², et puis une deuxième annonce sur son site qui porte à 267 km² l'ensemble de la superficie dont elle serait propriétaire, parce qu'elle se dit propriétaire du domaine de Faléa dans les limites du périmètre indiqué. Bon, peut-être dans le langage minier en bourse, là, ça passe, mais selon la législation malienne, c'est très grave de se réclamer propriétaire d'une concession, parce que d'abord elle n'a pas la concession, ce n'est qu'un permis de recherche, et même si elle arrivait à obtenir le permis d'exploitation, ce serait une concession de plusieurs années, mettons un maximum de 25-30 ans, mais en aucun cas elle ne peut être propriétaire, parce qu'il y a le droit du sol, le droit de la terre, et le contrat ne portera que sur la richesse minière ou énergétique. Il y a une concession pour exploiter ça. Et donc, tout ça, c'est à vérifier. Nous avons accompagné une délégation de Faléa, composée du maire, de représentants des 21 villages, des associations de femmes et de jeunes, pour rencontrer le ministre des Mines. Non, pas l'actuel, son prédécesseur, le docteur Cissé. Mais c'est un jeune homme que je connaissais bien, parce qu'il était militant du CENID. C'est l'un des jeunes cadres que nous avons amené au CENID, quand nous avons créé le CENID en 1992. Le CENID, le Congrès national d'initiative démocratique. Je suis membre fondateur. D'accord. Voilà. Ah, je ne savais pas. Ah, tu ne savais pas? Non. Une dernière question. Et on peut quand même donner un conseil à la jeunesse malienne aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle doit faire pour participer à cette sortie de crise? Qu'est-ce qu'on doit lui conseiller pour qu'elle joue son rôle, sa partition aujourd'hui? D'abord, il y a évidemment la mobilisation citoyenne là. Il faut vraiment développer ça, il faut multiplier ça, bien sûr, sur le terrain. Il faut vraiment renforcer et développer ça. Et il faut élargir, c'est-à-dire il faut de plus en plus rallier des gens, faire un vaste front patriotique, unitaire pour le Mali, afin d'isoler ces moments. Ensuite, il faut agir sur nos décideurs politiques. Il faut aller vraiment en nos élus. Bon, la clé, c'est d'abord là, mais ensuite les autres institutions, les autres dirigeants. Il ne faut pas rester les bras croisés. Et il faut évidemment informer, communiquer, etc. Mais persister. Parce que bon, il ne faut pas croire que ça va être facile et une lutte de courte durée, hein, parce qu'il y a la gangrène insuffisamment plantée à tous les niveaux, et puis notre pays s'est écroulé depuis 20 ans, c'est un peu notre responsabilité. J'en parle parce que je suis de cette génération-là, les ATT, là, c'est mes copains du primaire, là. On était à l'école ensemble, on dormait ensemble. Donc c'est ma génération, on a tenté de faire, de renverser la dictature militaire, c'est qu'on a réussi, mais on a échoué dans la mise en place et le développement de la démocratie. Maintenant, il faut que la relève puisse se faire. Bon, nous avons toujours nos devoirs de transmission aussi de notre petite expérience. Mais il faut qu'on se mette tous ensemble. C'est vraiment, c'est aussi notre devise. Hein. C'est-à-dire, c'est un seul homme debout. Il faut faire du malien, quoi. Parce que c'est vraiment une question existentielle. De pédagogie citoyenne. De pédagogie, tout à fait. Inlassablement. Ouais. Mani Camara, merci. C'est moi qui